Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Dans cet épisode, c'est de la motricité dont nous allons parler. Et oui. Aujourd'hui, grâce à la technique de l'imagerie médicale, et notamment des IRM fonctionnels, on sait localiser de façon assez précise de quelle zone du cerveau partent les ordres moteurs qui vont justement activer nos muscles. La zone qui apparaît ici en rouge est appelée le cortex moteur. Le cortex moteur existe aussi bien dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche, et même s'il n'est pas seul à intervenir, c'est-à-dire qu'il existe des interactions avec les autres zones du cerveau, en tout cas, eh bien, c'est là que se trouve l'origine des ordres qui vont descendre vers les muscles. Au XXe siècle, un chirurgien canadien a réussi à cartographier le cortex moteur. Chez tous les individus, chaque muscle va être commandé par une partie précise du cortex. Et plus la surface du cortex dédiée à une partie du corps sera importante, et plus cette partie du corps pourra réaliser des mouvements précis. Cette carte que vous voyez là est appelée l'homoncule moteur. Il s'agit en fait de la cartographie du cortex de base de chaque individu. Chaque partie du corps y est représentée, et vous pouvez remarquer qu'il existe une véritable correspondance entre la surface dédiée aux différentes parties du corps et la précision des mouvements que nous sommes capables de réaliser avec cette partie du corps. Quant à ce truc très moche, il ne s'agit pas de l'enfant de Gollum, mais en fait de ce à quoi ressemblerait notre corps si ces différentes parties étaient proportionnelles à la surface qu'elles occupent à l'intérieur du cortex moteur. C'est une autre façon de représenter l'homoncule moteur. Les messages nerveux qui prennent naissance dans le cortex moteur sont ensuite transmis aux muscles par l'intermédiaire de la moelle épinière. D'ailleurs, toute lésion haute de la moelle épinière n'abolira pas le réflexe myotatique, mais entraînera une paralysie des quatre membres, c'est-à-dire une tétraplégie. Le cercle rouge sur cette image vous indique justement une lésion haute de la moelle épinière. Alors comment ça marche? L'animation que tu vois ici te montre que des potentiels d'action sont en train de naître au niveau de neurones du cortex moteur droit. Ces potentiels d'action sont ensuite acheminés par l'axone d'un ou de plusieurs neurones du cortex moteur et entrent en communication directe avec des motoneurones de la moelle épinière. Ces motoneurones innervent le côté droit de l'organisme. Le problème, c'est que ce qui est raconté à l'intérieur de cette animation est totalement faux. Les images que tu vois ici ont été obtenues par IRM fonctionnel et ensuite lues à partir du logiciel et du anatomiste. Il s'agit de deux coupes coronales obtenues chez un même individu suite à deux ordres qu'on lui a donnés. Dans l'image de gauche, on a demandé à l'individu d'effectuer un mouvement de la main gauche et dans l'image de droite, on lui a demandé d'effectuer un mouvement de la main droite. On remarque avec ces IRM fonctionnels que la zone motrice qui commande la main gauche se trouve à l'intérieur de l'hémisphère droit, alors que la zone motrice qui commande la main droite se trouve à l'intérieur de l'hémisphère gauche. Alors comment expliquer cela? Eh bien en fait, l'explication est une explication anatomique. Les voies nerveuses issues du cortex moteur droit vont croiser les voies nerveuses issues du cortex moteur gauche, un petit peu en dessous du bulbe rachidien. Ce qui fait que le cortex moteur droit entre en contact direct avec des motoneurones qui sont en liaison avec la partie gauche du corps, alors que le cortex situé du côté gauche va activer les muscles de la partie droite de l'organisme. La dernière chose à savoir, c'est que les motoneurones reçoivent des informations, des messages nerveux en provenance de différents neurones de l'organisme. Alors bien sûr les neurones du cortex, mais également des neurones situés eux-mêmes à l'intérieur de la moelle épinière. Les motoneurones vont réaliser une synthèse des différents messages nerveux qu'ils reçoivent, et en fonction justement du résultat de cette intégration qui va être réalisée, il va y avoir formation, création d'un message nerveux moteur codé en fréquence de potentiel d'action qui va parcourir l'axone du motoneurone et aller jusqu'au niveau des cellules musculaires. Au niveau des boutons synaptiques qui terminent justement l'axone des motoneurones, il y a libération d'acétylcholine et la réception d'acétylcholine au niveau des cellules musculaires va déclencher la contraction de ces cellules. Revenons maintenant sur le cortex moteur et sa cartographie. Des scientifiques ont réalisé l'expérience suivante sur deux groupes de singes. Le groupe de gauche a reçu sa nourriture composée de croquettes sur un tout petit plateau, l'obligeant à utiliser de façon très précise ses doigts. Alors que le groupe de droite a reçu sa nourriture, elle aussi composée de croquettes, sur un plateau de grande taille, faisant qu'il pouvait se servir en les prenant à pleine main. Ce geste a été répété 12 000 fois par les singes, à l'issue de quoi les scientifiques ont réalisé des IRM fonctionnels chez les singes des deux groupes différents.
on constate que le cortex moteur s'est modifié sous l'influence de cette expérimentation. Chez les singes qui ont dû prélever la nourriture sur un petit plateau, on constate une multitude de taches rouges sur les IRM fonctionnels, alors que pour les singes qui ont prélevé la nourriture sur un grand plateau, on constate plutôt une multitude de taches bleues. Les taches rouges correspondent aux zones motrices qui activent les muscles des doigts, alors que les taches bleues correspondent aux zones motrices qui activent les poignets et les avant-bras. La sollicitation répétée d'une même partie du corps a donc modifié le cortex, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Notre cerveau est capable de se modifier sous l'influence de son environnement, sous l'influence de son apprentissage. Toujours au niveau des mains, la même observation peut être réalisée chez l'homme. En 1996, Denis Châtelier perd ses deux mains à la suite d'un accident. En janvier 2000, le professeur Dubernard va l'opérer et réaliser la première double greffe des mains. L'opération est un succès, Denis Châtelier peut de nouveau utiliser ses nouvelles mains, et des IRM fonctionnels ont été réalisés avant puis après l'opération. Voyons ce que cela donne. Les taches rouges correspondent aux zones actives avant l'opération, c'est-à-dire que lorsqu'on demandait à Denis Châtelier de bouger les mains qu'il avait perdues, des zones s'activaient au niveau du cortex pour commander les membres fantômes. Les taches bleues correspondent aux zones qui ont été récupérées après 6 mois de rééducation avec ces nouvelles mains. Quant aux taches vertes, elles correspondent aux zones de recouvrement, c'est-à-dire aux zones qui ont été récupérées sur les taches rouges qui étaient préexistantes. On voit ici qu'encore une fois, il y a eu plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cortex moteur s'est modifié sous l'influence de l'apprentissage, de la rééducation qu'a subi Denis Châtelier. On observe exactement la même chose si on compare par exemple le cerveau d'un violoniste avec celui d'un non-violoniste. Les zones qui commandent notamment les doigts de la main gauche sont beaucoup plus développées chez le violoniste que chez le non-violoniste. Voilà, c'est fini. Et oui. À bientôt.